Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé qui réfère aux entreprises ou aux organisations. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. L'équité, diversité, inclusion semble avoir maille à partir depuis quelque temps. Récemment, de grandes entreprises comme Meta, Amazon et Walmart ont reculé en matière d'EDI. Et évidemment, ce qui nous interpelle aujourd'hui, ce sont les coupures drastiques faites par Donald Trump aux États-Unis dans les programmes EDI. Pourquoi un tel recul et quels sont les impacts anticipés? Pour en discuter, je reçois Tina Pranjic, experte en DEIA, PDG, cofondatrice d'Elance, un cabinet conseil en diversité et inclusion, et qui a souhaité nous interpeller sur le sujet à travers une pétition. Bonjour Tina. Bonjour, bonjour. On dit ici à Inclusion Inc., on utilise le terme EDI, et là je vois DEIA. Est-ce qu'on a inversé les lettres et on en a rajouté une? Dans le fond, nous, on dit souvent DEI. Pour la pétition, j'ai mis le A en... Juste, je voulais comme plus le visibiliser. Pour moi, le A fait partie de la DEI, mais je sais que les gens ont des fois moins fait cette association-là. Donc, je voulais vraiment le visibiliser parce que les gens qui sont en situation peut-être d'handicap vont probablement aussi souffrir largement de ces coupures d'initiative DEI. Donc, c'est pour ça que le DEIA est inclus dans la pétition. Pourquoi DEI et non EDI? Premièrement, nous, on offre un service bilingue, donc DEI est plus simple dans les deux langues, évidemment. Et puis, pédagogiquement, si tu veux apprendre c'est quoi la DEI, logiquement, ça serait vraiment comprendre c'est quoi la diversité, comprendre l'équité comme un moyen, l'inclusion comme notre objectif final. Puis quand on parle de la mise en place, de toute manière, nous, on prône l'inclusion en premier. Chez Elance, oui. Okay. Donc, EA pour accessibilité, on le rappelle. Prenons peut-être quelques minutes, justement. J'aime votre formule là, d'y aller par étapes avant un peu de comprendre ce qui se passe chez nos voisins américains, ce qui se passe dans les entreprises américaines plus largement, comment ça peut se traduire ici au Canada et au Québec. Juste peut-être, vous semblez l'étayer par étapes. Là. Donc, on dirait diversité d'abord? Dans le fond, nous, c'est plus s'assurer que nos clients sachent qu'en fait, il y a des parcours de réussite. Je reçois beaucoup de clients qui sont un peu désemparés, ils ont fait plein de choses un peu éparpillées, puis là, leur DEI est un peu mélangé, ou ça a généré une première année super motivée et un désengagement sur 2 ans. Donc, nos premières étapes sont très reliées chez Elance. On utilise la méthodologie des stades de maturité en DEI. Et donc, quand je disais nous, on va vraiment miser sur est-ce que ton entreprise est inclusive? Est-ce qu'on a de l'inclusion, de la sensibilisation par rapport à l'inclusion avant même de parler de diversifier tes talents? Donc, premièrement, on a souvent plus de diversité à l'interne parce que la diversité, c'est très invisible. Souvent, les personnes qui viennent me voir ne sont même pas au courant, en fait, qui est chez elles. Et puis, par la suite, quand je dis pédagogiquement, par contre, c'est sûr que si je te parle d'inclusion comme un but, puis tu sais pas ce que tu inclus, ça fonctionne pas. Donc, comprendre c'est quoi la diversité, réaliser que la diversité est majoritairement invisible. Donc, déjà, c'est comme, oh, j'avais peut-être manqué beaucoup d'informations sur les gens autour de moi. L'équité, c'est le moyen là, qu'on utilise pour rééquilibrer, en fait, les choses. Être plus adapté à nos personnes qui rentrent pas dans cette fameuse norme de cette entreprise-là, par exemple. Et puis, l'inclusion, c'est notre objectif d'enlever des barrières pour que les gens puissent vraiment participer et s'épanouir dans le milieu. Donc, c'est un peu ça nos étapes. Et quand on parle de diversité invisible, ça va de quoi à quoi? Ça va de tout. Donc, les classiques qu'on entend beaucoup, c'est faire appartenir à la communauté LGBTQ+, par exemple. On parle de neurodiversité, un gros sujet du moment. Mais ça vient aussi chercher juste votre statut socio-économique, par exemple. On en parle très peu en milieu de travail, mais on va souvent présumer... Disons, moi, je suis gestionnaire niveau comme middle management, donc milieu. Je vais présumer que les gens autour de moi, on a un salaire semblable et donc on peut se payer les mêmes activités, par exemple, des 5 à 7 au resto, des journées d'activité.
Par contre, pour une personne qui est immigrante et qui renvoie de l'argent à sa famille, le même salaire, ben, ça donne pas la même chose. Une personne qui a 2 enfants versus pas d'enfants, le même salaire, pas le même effet. Donc, il y a beaucoup plus que les 5 grands groupes qu'on voit. Mais en général, il y a juste les caractéristiques physiques qui sont visibles. Puis en général, le reste, on peut l'invisibiliser. Donc, mon genre, à moins que je vienne le nommer, on ne sait pas c'est quoi mon genre, on va juste le présumer. D'où je viens, on ne le sait pas nécessairement. Ma langue maternelle, c'est quoi, on ne le sait pas nécessairement. Donc, beaucoup de choses qu'on peut visibiliser ou invisibiliser, sauf les caractéristiques physiques, que là, vraiment, ben, c'est visible. Mais on pourrait pas dire plus simplement que c'est d'être ouvert à toute la richesse de l'humain dans tout son kaléidoscope, dans toutes ses expressions, sans en faire nécessairement un programme, puis être à l'écoute de la réalité des autres. T'sais, si on a des qualités humaines de cette nature-là, en quoi moi je vais utiliser l'EDI, là, est nécessaire dans ce cas-là? Bien, premièrement, ce qui arrive, c'est que la diversité, il y a quand même une norme, puis il y a des privilèges, comme on dit. Donc, certaines personnes, selon leurs caractéristiques de diversité, soit appartiennent à la norme ou aux groupes les plus privilégiés, juste socialement et historiquement. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'avec le temps, on a exclu continuellement certains groupes qu'on nomme des groupes plus marginalisés ou qui sont toujours en minorité. Donc, leurs voix vont pas vraiment être soit entendues ou mobilisées. Fait que dans une entreprise, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, ben, on se ressemble beaucoup accidentellement. Ça génère ce qu'on appelle une chambre à écho, dans le sens que tout le monde qui a pris des décisions, qui ont développé les procédures, développé tout ce qui est organisationnel, ben, ça va ressembler beaucoup à leurs normes. Et donc, quand tu amènes des gens qui sont différents, peu importe leurs différences, puis qu'on n'a pas le souci d'inclure et de s'adapter, oui, là, ça va créer de l'exclusion en continu. Puis, ben, évidemment, les études ont comme démontré que ce qui est sociétalement, historiquement, comme continuellement marginalisé, ben, c'est aussi les mêmes groupes qui sont exclus à l'interne. Alors que si tu veux une entreprise performante, ben, adapte-toi. C'est vraiment dans l'adaptation, la flexibilité. Tu vas voir que ta personne qui est neurodiverse X, si tu lui donnes les outils pour qu'elle fonctionne selon son cerveau et ses capacités, oh là, elle performe vraiment beaucoup. Puis, disons, pour sortir des classiques groupes de diversité, on fait juste penser à nos personnes introverties et extroverties. Ben, on a vraiment cette idée de leadership très extraverti, etc., etc. Mais si on veut des réunions qui vont vraiment chercher les cerveaux de tout le monde et les capacités de tout le monde, offrir des outils différenciés. Le chat, des outils interactifs où est-ce que j'ai pas besoin de lever ma voix ou couper quelqu'un pour donner une idée. Mais j'allais justement, Tina, vers les différences, par exemple, de personnalité. Il y a eu une grosse mode ces dernières années avec le test des couleurs, là, que le rouge est plus prompt et plus décisionnel rapidement et que pour s'adapter à lui, il faut aller droit au but, que le vert aime qu'on soit plus dans l'émotionnel, bon, etc. Donc, en quelque part, s'il y a eu ce genre de programme-là, c'est qu'on comprend qu'on gagne à s'adapter à la personnalité, de communiquer avec l'autre dans son style. Exactement. On revient à cette unicité de la personne. Tout le monde est différent. On a toujours appris ça. C'est juste qu'on a aussi beaucoup appris « Ah, OK, on est différent, on est unique, oui, excellent. » Mais là, on va pas voir la différence. Tu sais, on vient de ce paradigme plus universaliste. On veut être égaux. Donc là, on a grandi là-dedans. Tu sais, c'est comme, on voit pas les couleurs, par exemple, ou on va pas nommer la différence, elle est là. Et on offre un traitement égal. Donc, on s'est pas tant adapté. Puis avec le temps, on a réalisé, changement de paradigme. Parce que en offrant tout le temps des choses pareilles à tout le monde, mais tout le monde partait pas de la même place, puis tout le monde était différent. Mais on a fait juste agrandir le gap, donc vraiment l'écart entre les populations qui étaient déjà privilégiées ou pas. Et donc, avec le temps, on s'est dit, le but, c'est d'arriver un jour à une vraie égalité. Changement de paradigme. Il faut comprendre la différence, célébrer la différence, s'adapter à la différence pour un jour arriver à une vraie égalité. Donc, c'est un peu ça, le changement de paradigme. Et c'est normal alors que les gens sont un peu mélangés sur, j'ai l'impression qu'on voulait l'égalité même avant. Puis je suis comme, oui, il faut juste, on a réalisé
pour y arriver, il fallait changer le moyen d'y arriver. Bien, il y a certaines prises de conscience parce qu'il est vrai que, par exemple, si on parle de communautés culturelles, de personnes racisées ou autres, c'est différent que de dire le rouge est supérieur. Dans les tests de personnalité, on va tous être vus comme égaux. En commentaire éditorial, je remarque que les personnes très, très drive rouges ont souvent tendance à penser qu'elles sont supérieures et qu'on prenne plus vite, mais bon. Je comprends. Mais oui, c'est sûr que comme il y a vraiment pas la même incidence entre... C'est ça. On a nos personnalités Nova, qui sont aussi des catégories et des couleurs, donc ça a ses limites donc aussi. Donc Nova, c'est le nom de ce programme-là de couleurs. Oui, désolée, les catégories de couleurs, effectivement. C'est le test Nova. Donc, ça, c'est le fun. Ça peut nous aider un peu à mieux comprendre les gens et leur style de communication. C'est beaucoup là-dedans. Mais il y a une différence entre avoir des personnalités différentes et appartenir à des groupes qui sont continuellement victimes d'une un peu genre une violence marginalisée comme historiquement, tu sais. Donc, les personnes LGBTQ+, vont réellement vivre des violences, se sont battues pour des droits qui sont vraiment de base, donc exister. Et on est en train de leur enlever, d'ailleurs, aux États-Unis. Les personnes racisées continuellement se retrouvent à être non privilégiées partout, à avoir moins accès à des opportunités. Puis les personnes racisées ou immigrantes ont tendance à être 2 fois plus souvent surqualifiées dans des postes. Donc, on voit qu'il y a un problème avec l'accès à des opportunités réelles. Puis encore moins, quand on regarde des paliers hauts hiérarchiques des entreprises, il n'y a pas de diversité. Donc, à quelque part, souvent, ça arrive que plus bas dans la hiérarchie, c'est assez diversifié, mais il y a quelque chose dans les processus qui font que tout le monde n'a pas les mêmes accès aux promotions. Donc, encore, le corps décisif n'est pas diversifié, donc il manque de perspectives différentes pour voir les choses différemment puis s'adapter mieux. Mais c'est complexe aussi parce que, tu sais, je pense à l'accès des femmes. Il y a beaucoup de femmes que aussi, il y a une question parfois de confiance, de dire est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça, ou la charge mentale familiale de se dire mon coût va être élevé au niveau de ma perception de ma responsabilité familiale, plus de culpabilité aussi. Donc, ça fait aussi partie du portrait, au-delà du rôle de l'entreprise, là, d'ouvrir, de faire éclater le plafond de verre de l'accès des femmes. Oui, dans le fond, ça va dans les deux sens. Donc, c'est pas parce que tu es une personne et que donc je suis une femme, et même si logiquement, je suis très au courant que j'aimerais ça que ça change, ces stéréotypes-là, ça veut pas dire qu'on les a pas intégrés, même en tant que femme. Donc, ce qui arrive, c'est que toute ta vie, tu t'es fait encourager à prendre moins de place, à pas avoir un ton trop qui dérange, à pas aller chercher, te mettre de l'avant, te dire, OK, comment je prends soin des autres. C'est vraiment inculqué aux jeunes filles. Donc, même si tu as envie de casser ce moule, par exemple, ben, tu te les fais inculquer. Donc, il y a beaucoup de déconstruction d'apprentissage personnel aussi. Donc, effectivement, à la base, donc on parle d'un processus de promotion qui est très en mode méritocratie. Va voir ton manager, ton gestionnaire, puis dis-lui, écoutez, je mérite ça. Ben, les femmes vont avoir moins de chance dans ce type de processus de promotion parce que elles ont déjà moins appris la capacité à se mettre de l'avant, à demander des augmentations de salaire, à demander une promotion et à se valoriser elles-mêmes. C'est la même chose pour des personnes qui viendraient de cultures plus collectives, par exemple. Eux aussi, ils vont mettre la collectivité, leur équipe de l'avant. Même si on fait 90% du travail, ils vont faire genre vraiment briller leur équipe. Et donc, encore eux, ben, ils ont moins de chance dans ce processus de promotion-là. Et c'est sûr que si on est dans des cultures qui sont basées sur le règne d'un pouvoir, d'une personne là, qui est très mise de l'avant. Tu sais, je regarde un peu depuis l'arrivée de Trump, on dirait qu'il n'y a que lui qui gouverne. Et là, tout à coup, c'est à se demander où sont les institutions. Tu sais, je regarde un peu, les juges sont en train de regarder tout ça et c'est comme si le juge ne rend pas un jugement qui va dans le sens de ce qu'il veut faire, c'est comme si on est en train même de contester les institutions autour de ça. En tout cas, je trouve ça un peu, beaucoup inquiétant. C'est très inquiétant, là, parce que c'est ça, comparativement peut-être à la première venue de Trump, à sa deuxième venue. Là, il s'est vraiment entouré de personnes en situation de pouvoir qui sont absolument d'accord avec tout ce qu'il dit. Donc, il s'est créé lui-même
sa propre chambre d'écho. Là, exactement. Puis il y a vraiment ses alliés proches. Donc, effectivement, c'est à se questionner sur les institutions, qu'est-ce qui se passe. Évidemment, il y a aussi beaucoup de désinformation. On donne tellement de visibilité à Trump, à ses propos complètement désinformés, beaucoup dans le règne de la peur, versus les faits réels. Personne, il n'y a pas de place pour ce speech qui est plus comme, OK, mais oui, c'est ce qui se passe, mais voici les faits réels. Là, il essaie de criminaliser la diversité, équité, inclusion. Bien, c'est ça, là, c'est rendu... C'est rendu quelque chose. Peut-être nous rappeler ce qui s'est passé, là. On a décidé carrément de jeter aux oubliettes le programme d'équité-diversité, mettre les fonctionnaires qui travaillent sur ces programmes-là, les tablettés, même carrément les congédier, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est aussi que la DEI a explosé un jour. Donc, ça aussi, ça n'a pas été par étapes. Puis, aux États-Unis, on a mis beaucoup ce qu'on appelle des affirmative action, donc vraiment des actions affirmatives. C'est moins ça qu'on fait au Canada. On reviendra là-dessus plus tard, mais... donc, il y a beaucoup de mise en lumière par rapport aux quotas, aux fameux quotas, et le fait qu'on a vraiment mis des mesures qu'on dit correctives. Donc, de vraiment réserver des places pour certains groupes de diversité qui sont historiquement ont été exclus. Ça, c'est une portion de la diversité, l'équité et l'inclusion. Puis on le sait que c'est contesté depuis le jour 1. Même plein de groupes marginalisés minoritaires ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Et Trump mise tellement sur ce point-là des quotas. Mais la DEI, les initiatives de DEI vont vraiment au-delà de ça. Donc, toutes ces mesures d'adaptabilité pour les personnes en situation de handicap ou des mesures d'adaptabilité pour peu importe qui. Mais ça aussi, malheureusement, c'est jeté à la poubelle parce qu'effectivement, il veut couper toutes les initiatives DEI. Mais lui, dans les médias, il va juste parler des quotas. Donc, les récents événements autour de l'accident qu'il y a eu, parce que, bon, là, on lit dans les journaux, c'est la faute à la diversité. Et là, je me disais, je vais tenter de comprendre. Et effectivement, sans le dire clairement, j'entendais cette notion-là de quota en sous-estimant que, quand il a dit « ça nous prend les meilleures personnes pour faire le travail », comme si on avait nommé des personnes qui n'étaient peut-être pas, qui n'avaient peut-être pas les capacités, mais qu'il fallait combler des quotas, et donc on aurait nommé quelqu'un qui n'était pas aussi bon. C'est un peu ce que ça laisse supposer. Exactement. Mais tout ce qu'il dit dans les nouvelles, c'est toujours, ça laisse supposer que on n'a pas pris nécessairement les plus compétentes, ce qui est totalement faux, là, honnêtement. C'est démontré que des talents, plus ton pool de talents est diversifié, plus tu as des meilleurs talents, et des équipes diversifiées sont plus productives et ont une meilleure gestion de risque. Littéralement relié à cet accident d'avion, là, c'est démontré que plus de diversité égale meilleure gestion de risque et plus performant. Donc, une équipe diversifiée va performer. Là. Mais tu sais, évidemment, il a dit ça juste pour le dire. Là. C'est pas comme des faits prouvés. Mais évidemment, ça a un impact sur la société. Il continue à véhiculer ce message que, il y a potentiellement certaines populations qui sont moins compétentes. Puis ça, c'est un gros problème. Oui, puis c'est dit. On va faire une courte pause, Tina. J'aimerais ça qu'on continue peut-être sur le volet communication de l'EDI, puis qu'ensuite, on parle de comment cette annonce-là t'a vraiment motivé à dire il faut faire quelque chose. Parfait, super. De retour à Inclusion Inc., Chantal Doré au micro, en studio avec Tina Pranjic, experte en DEIA, PDG, cofondatrice d'Élance, un cabinet conseil en diversité et inclusion. Tina, on parlait un peu de l'EDI qui est accusé de tous les maux et notamment d'un accident dans le domaine de l'aviation. Et je me suis posé la question, là, en parlant, il y a des nuances qui sont amenées. Ceci dit, les médias ne donnent plus dans la nuance vraiment, et ça empire avec les réseaux sociaux. Et donc, c'est très facile de ne pas comprendre une situation. C'est encore pire que c'est maintenant parce que ça demande au lecteur, à l'auditeur, au téléspectateur de prendre le temps de comprendre. Or, on n'a plus beaucoup d'émissions qui se donnent le temps de comprendre d'une part, et ça demande un cerveau qui est capable
de prendre le temps d'analyser. Et là, on est tellement rendu à 1 seconde, 2 secondes près que j'ai l'impression justement que ça ouvre la porte à des discours démagogiques parce que c'est celui qui va être capable de faire la clip la plus rapide et ça évacue toutes les nuances. Oui, la DEI, c'est un monde de nuances, là. Moi, je dis c'est comme un monde de zones grises. Bien, premièrement, l'inclusion, c'est l'inclusion de tout le monde. Donc, les initiatives de DEI sont pas là pour exclure personne, alors que c'est ça qu'on entend tout le temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est point 1. Deuxièmement, ben, malheureusement, c'est ça que je pense. C'est que Trump est beaucoup dans la désinformation. On communique beaucoup l'anti-DEI, mais on n'a pas le... On est dans la désinformation de toute façon, là, peu importe les sujets. Donc... Oui, absolument, évidemment. Là, mais bon, spécifiquement à la DEI, c'est très anti-DEI, alors qu'on n'a pas de nuance pour venir ramener le sujet à l'ordre, les faits réels, qu'est-ce qui se passe réel, nos statistiques réelles. Le but que la DEI dépasse de loin les quotas aussi. Là. Donc, un peu de revenir au fait que des congés parentaux, ça fait la flexibilité parentale, tout ça fait partie d'un concept de DEI, tu sais. C'est toutes des choses qu'on a acceptées. Donc, aussi, peut-être reculer un petit peu, prendre un petit pouls et se dire, OK, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe ou pas? Probablement pas. Mais pourquoi à ce moment-là un tel recul? Parce que ce n'est pas que l'apanage de Trump. Là, on voit, il y a plusieurs grandes compagnies américaines, je le disais, en inclusion, des Walmart, d'autres grandes entreprises qui ont carrément décidé d'abolir leur politique. Quelle est la raison qui soutient cette décision? Bien, c'est sûr qu'il y a un backlash aux États-Unis qui, pour moi, venait du fait que ça a explosé rapidement. Soudainement, on mettait des millions en DEI. Soudainement, il y avait plein de choses qui se passaient, dont plein de quotas aussi. Puis est-ce que ça a été... Ben, tu sais, souvent, c'est des événements qui font... C'est comme Black Lives Matter. Hashtag MeToo, Black Lives Matter. Suite à ça, c'est là que la DEI a beaucoup explosé, surtout aux États-Unis. Et donc, on a mis beaucoup d'initiatives sur pied. Au début, ces initiatives n'étaient pas assez adaptées. Il y a eu aussi, tu sais, c'était pas tout le monde qui était prêt et prête à cette intensité-là de DEI. Et donc, ben, un backlash, c'est pas si étonnant. Tout changement de sociaux va aller dans un sens, retirer dans l'autre. Mais avec le woke culture, comme on dit, le cancel culture, tout ça est arrivé. On a beaucoup, beaucoup mis d'emphase sur ces deux grandes, plus... tu sais, de se faire cancel, c'est vraiment effrayant. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même en eux accumulé beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension envers la DEI, puis on n'a pas pris le temps de faire ça d'étape en étape. Moi, si je dois t'expliquer la DEI, je vais te prendre où est-ce que t'en es. C'est censé te parler, peu importe ton identité. Donc déjà, si on te l'a pas expliqué comme ça, qu'on te l'a expliqué comme groupe marginalisé versus non et privilégié, ça fonctionne pas. Le but de l'inclusion, c'est de rassembler tout le monde. Donc, de garder ça en tête, là. Puis, donc, c'est ça. Parce que je travaille en communication et parfois, j'ai l'impression, justement, que les messages ont été trop complexes. La demande au cerveau d'être capable de concevoir toutes ces petites cases-là. Tu sais, si historiquement, on s'est toujours vu dans blanc, hétéro, etc. Et là, oui, je m'ouvre à la différence, tout le monde est pareil. Mais si la différence, ça prend toutes sortes de mots pour les nommer, le yel, yeux, dé... pour le cerveau, c'est beaucoup d'informations. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, il y a comme un blocage, puis ça fait « Ah là, c'est trop compliqué. » Juste le LGBTQ, les gens disent souvent en blaguant « Là, c'est rendu 2-3S, 4-2-9. » Je ris, c'est pas drôle, mais il reste que moi, ce que ça traduit, c'est comme une saturation de la capacité de prendre tous ces changements-là. Oui, parce qu'ils ont été trop... jeter rapidement. C'était ça. Puis si tu te trompais, les gens avaient peur de se faire cancel. C'est un peu ça qui a beaucoup bloqué les gens. Donc, ils se sont dit, j'arrête. Peut-être pour justement rappeler à nos auditeurs qui savent pas ce que c'est se faire cancel. Expliquez-nous. Ça dépend le degré, là, évidemment. Tu peux te faire comme gentiment call out, comme on dit. Donc, se faire dire que tu t'es trompé. Puis t'es comme en train de... Il n'y a pas eu d'espace à l'éducation, là. Donc, si t'es en train d'apprendre, tu vas faire des erreurs. Faut avoir place à l'erreur, mais il y a eu ce qu'on appelle des cancels beaucoup plus comme importants. Et là, c'est rendu sur les médias sociaux. Là, on prend tes propos, des fois hors contexte, puis tu te fais comme vraiment cancel. Donc, à partir de là, tu n'es pas assez inclusif, une bonne personne. Ça peut vraiment ruiner ta carrière ou juste même
ta Mais je personne. regarde historiquement aussi, par exemple, des noms de rues qui changent parce qu'on trouve dans l'histoire quelque chose de disgracieux que cette personne-là aurait fait, mais c'est clair que si on fouille dans l'histoire, avec notre lumière d'aujourd'hui, nos valeurs d'aujourd'hui, on va en trouver partout. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Il y a justement des groupes qui vont prôner qu'on enlève des statues, par exemple. Mais t'en as d'autres qui sont comme, ben non, on garde la statue. C'est historiquement aussi un rappel de ce qui est arrivé qui n'était pas positif. Donc, effectivement, changement de rue pour reconnaître peut-être nos ancêtres autochtones. Super, c'est le fun d'avoir de la reconnaissance. Comme la reconnaissance ouais, ici, qui exact. était à Amherst, c'était pas loin de nos studios. Exact. Donc, il y a aussi une reconnaissance positive. Puis peut-être aller vers cette reconnaissance positive va vraiment amener le discours à quelque chose de positif. Mais je pense que cette peur reliée à la DEI, je la comprends. On n'a pas pris nécessairement le temps de se l'expliquer comme il faut. Soudainement, il y a plein de catégories LGBTQ+. Puis il y a vraiment des attitudes aidantes qui font que tu n'as pas besoin d'apprendre toutes les catégories. C'est pas ça qui est demandé. C'est juste, présume pas le genre de quelqu'un, puis est-ce que tu as la capacité de rester plus neutre ou pas, de juste faire attention à ton langage, donc pas dire chum blonde est automatiquement partenaire, mais personne ne demande à ce que ce soit du jour au lendemain que tu sois capable de toutes les faire. C'est des petits ajouts ici et là qui vont rendre l'environnement plus inclusif. Et parlant de peur, Tina ne semble pas en avoir eu parce qu'elle s'est dit, là, ça suffit, il faut faire quelque chose avec tous ces reculs-là. Elle a décidé de lancer une pétition en réaction aux coupures dans les programmes en EDI. Est-ce que c'était surtout face à ce qui s'est passé aux États-Unis avec les décisions de Trump? Oui. Ça a été une bougie d'allumage, oui, j'imagine? non, c'est sûr. Là. Je voyais venir que ça allait être un combat envers la DEI, mais je savais pas, je l'ai pas vu venir aussi drastique. Quand il a décidé de couper tous les postes là, au public, là, je me suis dit, OK, ça va prendre l'ampleur dans les médias. On va entendre parler de Trump tout le temps, un discours très anti-DEI. Là, je me suis dit, OK, là, il va falloir faire un discours pro-inclusion. Pourquoi nous, qui sommes pro l'inclusion, on n'a pas de place dans les médias? Tu sais, c'est moins épeurant et tout. Donc, je me suis dit, on lance une pétition. On rappelle qu'au Canada, au Québec, là, la majorité des gens et des entreprises sont pro-inclusion et pro les initiatives DEI. Donc, je voulais rassembler les gens puis amener un petit peu de positif là-dedans. Si on a envie d'en savoir plus et signer la pétition, à quel endroit on se rend? Vous pouvez, sur élancedei.com, vous allez pouvoir trouver la pétition dans nos blogs. Sinon, sur mon LinkedIn, Tina Prangic sur LinkedIn, je la partage souvent. Donc, c'est 2 places plus faciles à trouver, là. Merci beaucoup, Tina, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la PDG cofondatrice d'Élance, un cabinet en diversité et inclusion. Merci d'avoir simplifié les choses pour nous dans toute cette nuance. Moi, je retiens tout le monde ensemble, simplement. Oui, exact.